La définition la plus courte que moi je connaisse de l'État est celle fournie par William Lapera et Georges Burdeau dans l'ouvrage qui s'appelle Qu'est-ce que l'État, mais disant écoutez, si l'État c'est le pouvoir politique institutionnalisé. Qu'est-ce que l'État? Deux éléments matériels et un élément psychologique. Les deux éléments matériels, c'est une évidence. C'est la notion de population ou de communauté humaine. Et l'élément psychologique, c'est bien sûr la notion d'autorité politique. Vous articulez ces trois éléments et vous tous répondez vous-même à la question qu'est-ce que l'État? J'ai dit population ou communauté humaine, territoire et enfin autorité psychologique. Donc qu'est-ce que l'État vous dirait? C'est une autorité politique souveraine, s'exerçant sur une population ou communauté humaine, mais à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. D'où vient l'État? C'est déjà se poser cette question. Supposer qu'il y ait eu des sociétés sans État. Oui, nous dit-on. Mais aujourd'hui, de toute manière, où que l'on vive, le cadre de son existence est structuré autour de ce monstre froid qu'on appelle l'État. D'où vient-il? Aristote dira de façon que l'État aurait une origine naturelle. Parce que, dit-il, la police, c'est-à-dire en grec, la cité ou l'État, il dit c'est par excellence et par nature le cadre du bien vivre pour l'individu, pour sa famille, pour ses amis. C'est une réalité naturelle. Les théoriciens du contrat diront Aristote, l'État n'a rien de naturel. L'État est un artifice engendré par l'imagination humaine. Et donc c'est un contrat social qui est fondateur de l'État, pour rester dans le vocabulaire de Rousseau, ou un pacte d'association si nous sommes, mais bien sûr, chez Thomas Hobbes. Mais dans tous les cas, contrat social ou pacte d'association, ils sont fondateurs de l'État, et en tant que tel, on considère ici que l'État n'a rien de naturel, il est purement artificiel. Pourquoi l'État? Spinoza dira, les hommes sans doute n'ont pas créé l'État pour devenir plus automates qu'ils l'étaient ou plus animaux qu'ils ne le sont déjà. S'ils ont créé l'État, dirait Baruch Spinoza, je le cite, c'est que la fin dernière de l'État, c'est la liberté. Idée reprise par Hegel, par tous les théoriciens du contrat, tels que Jean-Jacques Rousseau. Parce que vous le savez très bien, le constat qui fonde les analyses de Rousseau dans le contrat social est d'abord un constat d'un paradoxe, d'une contradiction. Contrat social, chapitre 1, livre 1, vous connaissez la célèbre formule galvaudée, mais dont vous vous méprenez sur le sens. L'homme est né libre, mais il est partout dans les faits. Et vous percevez vous-même la contradiction. Quand Rousseau dit l'homme est né libre, il suppose un état antérieur à la vie sociale et culturelle, un état dit de nature dans lequel l'homme jouirait d'une liberté originelle. Mais quand il dit il est partout dans les fers, c'est une manière de montrer que dans tous les états existants, l'homme a perdu cette liberté-là. Alors Rousseau dit, mon programme est clair, il s'agira pour moi de concevoir, de me représenter un type d'état dans lequel l'homme puisse retrouver cette liberté originelle. Et quel est cet état? Mais c'est l'état engendré par le contrat social. Les termes sont restés célèbres. Il s'agit par ce présent contrat, dit Rousseau, de trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Ce que nous soulignons, vous et moi, c'est que quand Rousseau dit chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Mais on a envie de se demander, Rousseau, comment, tout en étant uni à tout le monde, je n'obéis pourtant qu'à moi-même, et surtout que je reste aussi libre qu'auparavant? La réponse, elle est donnée par Rousseau lui-même.
en montrant très clairement que cela est possible. Pourquoi? Parce que la loi à laquelle j'obéis, elle n'est pas comme dans nos républiques scélérates, des lois votées par une assemblée acquise à la cause du prince qui gouverne dans le sens de ses intérêts. Non, chez Rousseau, celui qu'on appelle le prince, c'est déjà un abus de langage. Le prince, il ne sait même pas donner lui-même le pouvoir. Ce sont les autres au moment de la signature du contrat, mais par les qualités aperçues en lui, qui lui donnent le pouvoir. Et Rousseau précise d'ailleurs, si le prince est tenté d'abuser de son autorité, on le destitue pour le remplacer par un autre. Le prince, dit-il, il est l'organe de la loi. Il n'est là que pour veiller à la bonne application de la loi. Quand j'obéis au prince, est-ce à sa personne? Non. Rousseau dit quand j'obéis au prince, j'obéis aux lois. Mais à quelles lois? À des lois à l'élaboration desquelles moi-même j'ai pleinement participé. Et quand j'obéis à des lois à l'élaboration desquelles moi-même j'ai pleinement participé, j'obéis, comme qui dirait, à une loi de ma propre raison. Et quand j'obéis à une loi de ma propre raison, c'est comme si j'obéissais à moi-même. Et quand j'obéis à moi-même, je ne cesse pas d'être libre. Je suis pleinement et entièrement libre. Il n'y a pas d'extériorité entre moi et la loi. Et Rousseau dira, l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté. Et vous voyez tout de suite l'originalité de Rousseau. Quand il dit l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite est liberté, le brillant littéraire qui est en face de moi, M. Wali, pas d'expression littéraire, mais dirait tout de suite, il y a, semble-t-il, contradiction entre obéissance et liberté. Parce que là où j'obéis, j'ai le sentiment de ne pas être libre. Donc l'originalité de Rousseau, c'est de montrer qu'il n'y a jamais de contradiction entre être soumis aux lois et être libre. C'est plutôt, vous en conviendrez, là où il n'y a pas de loi qu'il ne peut pas y avoir de liberté. Parce que l'absence de loi, si elle est liberticide, c'est parce qu'elle consacre le règne du droit du plus fort, dans lequel, comme sous le mode animalier, les plus forts écraseraient les plus faibles. Rousseau dit, vous le savez très bien, le maître n'est jamais assez fort pour rester toujours le maître s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. C'est une manière de montrer que là où il n'y a pas de loi, mais c'est la force physique qui prime et gouverne les rapports interindividuels. Et Rousseau, de manière très ironique, déconstruit pour montrer toute son absurdité cette expression de droit du plus fort en disant, mais écoutez, valablement un droit ne peut pas reposer sur la force. Parce que c'est un droit précaire qui s'abolit et s'anéantit quand je suis en face d'une force supérieure à la mienne. Donc c'est là où il n'y a pas de loi qu'il n'y a pas de liberté. Et à contrario, la présence de la loi est la condition de possibilité et le fondement de toute liberté véritable. Rappelez-vous la balance que Rousseau fait entre ce que l'on perd et ce que l'on gagne en passant d'un état naturel à un état civil gouverné par des lois. Ce passage de l'état de nature à l'état civil produit chez l'homme un changement fort remarquable, en substituant dans sa conduite la justice à l'instant, en donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant. Il faut ajouter, c'est Rousseau qui parle, à l'avantage de l'état civil, la liberté morale qui seule rend l'homme vraiment maître de lui, car l'impulsion du seul appétit est esclavage. Ce que je perds, c'est une indépendance naturelle illimitée. Ce que je gagne, c'est une liberté morale, consciente d'elle-même, compatible avec les exigences de la vie collective. Il n'y a point de liberté sans loi, dit le Rousseau des lettres écrites de la montagne. L'État aurait-il donc pour but, comme le prétendent Spinoza, Hegel, Rousseau, que de rendre effective la liberté? Certains diront, Rousseau
vous êtes dans une perspective idéaliste qui ne correspond nullement au vécu des États historiques réellement existants. Parce que vous le savez, vous soyez Hobbes. Ils ont deux conceptions différentes de l'homme qui conduisent à deux conceptions différentes du politique. J'ai envie de dire, Rousseau est une sorte d'optimiste, considérant que par nature l'homme est bon, raisonnable, et se demandant, comme qui dirait, quel est le régime politique convenant à un être par nature bon, raisonnable, naturellement la démocratie. Hobbes, j'ai envie de dire à l'inverse, c'est un pessimiste, disant à Rousseau, vous n'avez rien compris à l'homme. Il n'est par nature ni bon ni raisonnable, mais comme vous le savez, méchant, violent, cruel, égoïste. Quel régime politique conviendrait à un être par nature cruel, méchant, violent, égoïste? Non pas la démocratie, mais l'absolutisme. Parce que Hobbes dit le Léviathan, il est un dieu mortel. Et il dit, je le cite, on doit trembler de terreur en entendant la voix d'airain du Léviathan. Et lorsque Hobbes dit, on doit trembler de terreur, de crainte, en entendant la voix d'airain du Léviathan, mais c'était une manière de dire quoi? Sans cette autorité-là, les hommes ne renonceraient pas à leur violence, et dans l'État, il ne serait pas possible de parler, chez Hobbes, non pas de liberté, mais de paix, de sécurité.